Excellente question qui sort un peu de l'ordinaire. Merci Sabrina pour cette question. Combien gagnes-tu avec tes investissements immobiliers à Bali? Question un peu privée, mais moi j'ai pas honte de parler un peu d'argent. Quelles sont les étapes nécessaires pour arriver au freelancing et surtout, aurais-je le temps? Oui, tu as toujours le temps. Beaucoup de développeurs pensent que c'est une histoire de technique, de code, et c'est important bien sûr, mais c'est avant tout une histoire de mindset. Sache que la motivation, ça vient et ça va. Ça veut dire que tu es motivé maintenant. La question c'est, est-ce que tu seras motivé dans 6 mois? Salut, c'est Mike, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill & Q&A. Tu connais probablement déjà la série. C'est un épisode non coupé, non monté, où je réponds à vos questions pendant environ petite heure. Donc tu connais déjà peut-être, je sais plus, on doit être épisode 6, 7 dans ces eaux-là. Je te mettrai dans la description les autres épisodes si jamais tu es intéressé pour regarder, revisionner ces épisodes, et ils sont aussi disponibles en podcast. Alors le dernier épisode date de peut-être le mois de janvier, je crois, donc ça fait un petit moment, ça doit faire plus de 6 mois, donc vous m'avez bombardé de questions. Je sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions d'un coup, ou sinon de toute façon je ferai 2 épisodes, plus d'épisodes. Moi j'aime bien ce format là, c'est un format un peu non préparé. Alors oui, je connais pas les questions à l'avance, je réponds un peu comme ça, du tac au tac. Donc c'est parti pour une petite heure de FAQ. Prends ton petit café. Le principe de l'épisode, c'est chill & Q&A. On se détend, on boit un petit café et on écoute un petit peu les questions. Et surtout les réponses, puisque je pense que c'est ça qui t'intéresse le plus. Quoique une bonne question, parfois, ça peut déjà répondre... une bonne question, une question bien posée, ça peut parfois bien t'aider dans ce que tu cherches à faire. Alors, Stéphane, première question de Stéphane. Bonjour, j'ai 53 ans, niveau scolaire 5e collège. J'aimerais apprendre à coder. Je connais absolument rien à la programmation. Pouvez-vous me dire combien cela me coûterait-il, en vous remerciant par avance? Alors, on a souvent des questions par rapport à l'âge, par rapport aux personnes qui ont plus de 40, 45, 50 ans. Je pensais que tu allais me dire est-ce que c'est possible, etc. Maintenant, ta question, c'est plutôt bien combien cela me coûterait-il? Alors, ça peut coûter, ça peut aller de 0 euros. C'est-à-dire, tu peux apprendre par toi-même en regardant des vidéos sur YouTube, en allant voir des sites de tutos, etc. Ça prend du temps, mais ça peut être gratuit et ça peut bien sûr monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros si tu fais une école sur plusieurs années, etc. Ou des bootcamps à plus de 5 000 euros, etc. Donc il y a de tout. Renseigne-toi un peu là-dessus. Ça dépend de comment tu es. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt autonome? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt... voilà, tu as besoin d'être encadré, etc. Donc voilà, ça dépend de toi. Je suis passé du 0 euros à plus de 5-10 000 euros pour les écoles, etc. Sachant qu'il y a aussi tout un tas de formations beaucoup plus accessibles. Là, ça va des formations vraiment pas chères sur Udemy à des formations un peu plus chères. Voilà, pour répondre à deux questions. Allez, une deuxième question de Mohamed. Bonjour Mike, la réduction sur système freelance, prix de 300 euros, est-il toujours d'actualité? Bon, ça, oui, je fais des offres régulièrement, donc je vais passer à une autre question. Oui, alors je mettrai dans la description aussi des formations offertes pour les personnes qui sont intéressées par le freelancing, par React Mastery, donc mon bootcamp pour devenir développeur React. Donc tout ce qui est à propos des prix, des formations, des réductions, etc. Je fais régulièrement des promos. Abonnez-vous à ma liste email et régulièrement vous aurez des promos. Timothée, question de Timothée. Bonjour Mike, j'ai une question sur le freelancing. Concrètement en freelance, il est mieux de se concentrer sur une seule techno, expertise. Oui, c'est quelque chose. Alors, ça dépend de combien d'années d'expérience tu as, etc., etc. Mais c'est vrai que j'en ai parlé plein de fois. C'est que l'erreur un peu des débutants, c'est qu'ils se disent, voilà, j'ai pas de mission, j'ai du mal à trouver des clients, c'est un peu compliqué. Donc, je vais étendre mon domaine d'expertise et je vais apprendre du WordPress, mais aussi en même temps du Shopify et en même temps du Drupal et en même temps du je sais pas quoi. Et pour le code, c'est pareil. Je vais apprendre du JS et en même temps du PHP, etc., etc. Bon, je l'ai dit pas mal de fois. C'est un peu une erreur de débutant. Bien sûr qu'il vaut mieux se spécialiser, se nicher, que ce soit dans le dev. Mais si tu fais un autre business hors dev, c'est toujours
contre-intuitif, mais c'est toujours plus intéressant de se nicher. Il vaut mieux être le meilleur d'une niche qui est un peu moyen dans un domaine un peu plus vaste. Donc bien sûr qu'il est mieux de se nicher. Après, ça dépend bien sûr les personnes. Il y a des personnes qui ont de l'expérience, enfin, qui ont débuté, qui ont fait 1, 2, 3 ans de dev, et forcément, avec le temps, vient l'expérience, vient l'expertise, et petit à petit, tu ajoutes des cordes à ton arc, et c'est tout à fait normal qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, bah, tu es peut-être développeur, je sais pas, back, PHP, tu dis bah, je vais me mettre un peu au front, je vais apprendre Angular, je vais apprendre Vue, je vais apprendre React, etc., etc. Et petit à petit, bah, effectivement, tu ajoutes des cordes à ton arc, et puis ça peut être des domaines métiers, etc., etc. Donc, dans un premier temps, il vaut mieux, bien sûr, se concentrer, se focus sur une seule techno, une seule expertise, et ensuite, bah, avec le temps, tu peux élargir, bien sûr, ton domaine de compétences. Allez, une autre question de Bakayoko. Je suis intéressé par le développement web, je veux me reconvertir, mais je suis très mauvais en anglais. Avec un niveau d'anglais très mauvais, est-ce que je peux devenir développeur web? Alors la réponse simple, c'est oui, bien sûr, tu n'as pas besoin d'être bon en anglais pour devenir développeur web. Maintenant, on vit quand même dans un monde où il est quand même important d'apprendre l'anglais. Donc que ce soit, comment dire, pour le dev ou même pas pour le dev, je veux dire en règle générale, c'est quand même plus intéressant. C'est quand même, tu vas pouvoir te développer plus vite, tu auras beaucoup plus d'opportunités si tu es bon en anglais. Maintenant, sans connaître l'anglais, avec tous les outils, avec ChatGPT, avec les outils de traduction, etc., bon, tu devrais pouvoir te débrouiller. Alors ne fais pas ce que j'avais vu une fois. J'avais vu un dev débutant comme ça qui traduisait des tutos sur des blogs, des blogs de tutos, là, des sites de tutos, et il traduisait ça en français, ce qui traduisait aussi le code. Et le code, bien sûr, la syntaxe n'était pas bonne. Donc, faut faire hyper attention avec les trucs de traduction. Moi, je déconseille d'utiliser les trucs de traduction. Je te recommande plutôt d'essayer de comprendre ce qui est dit. Tu verras que dans le code, dans le dev, c'est un peu toujours les mêmes termes qui reviennent, les mêmes expressions. Et au bout d'un moment, bah, le langage technique, il est vite appris. Et donc, ne traduis pas tout de suite. Essaye d'apprendre et tu traduis des petits morceaux, des petits mots, des choses vraiment que tu comprends pas. Donc, essaye de ne pas avoir le réflexe que beaucoup ont, c'est j'arrive, je traduis, je lis en français. Non, ça, tu vas rien apprendre. Essaye de lire en anglais, comprendre dans un premier temps un maximum en anglais, et une fois que bah, tu vois, c'est pas très clair, etc., eh bien, bah, tu traduis. Je pense que c'est une bonne méthode pour progresser petit à petit, parce que si tu pars du principe que tu es mauvais et que tu resteras toujours mauvais, bah, tu vas jamais essayer de lire en anglais, et le problème, c'est que tu vas jamais progresser, tu vas rester tout le temps pas très bon. Une autre question de Hassen. Bonjour, j'ai vu une vidéo, on est quelle heure? Ça fait 7 minutes, je regarde un peu l'heure. Voilà, j'ai vu une vidéo, j'ai vu une de tes vidéos au Japon où tu parlais d'être digital nomade, codeur à Bali. J'aimerais savoir comment tu as pu avoir accès à cela. Comment ça marche? Comment j'ai pu avoir accès à cela? Alors pour être digital nomade codeur, bah, en gros, c'est simple, hein, tu prends ton sac à dos, ton ordinateur et tu te casses et puis c'est réglé, hein, voilà. À partir du moment, bien sûr, où tu as un passeport. Et je ne sais pas d'où tu viens, Assen, parce que c'est vrai que dans ma communauté, j'ai beaucoup de gens qui viennent de France, mais j'ai beaucoup de gens aussi qui viennent bah, ou d'Afrique du Nord, ou du Maghreb, etc. Je vous passe le bonjour, bien sûr. Vous êtes les bienvenus ici. Et donc, je ne sais pas un peu le contexte de la question. Si c'est une question par rapport aux Français, bah, les Français, en fait, malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est heureusement, on a un avantage, et parfois il y en a plein qui l'utilisent même pas, on se rend même pas compte à quel point on a cette chance d'avoir juste le passeport français. Si tu regardes la liste des passeports les plus puissants au monde, je pense que le passeport français, alors ça change chaque année, il est dans le top 3 à chaque fois. Donc on a un sésame, c'est comme si tu avais un code d'accès secret qui te permettait d'aller un peu partout, quasiment sans visa. C'est une chance énorme qu'on a, et les Français, bah, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de cette chance et qui ont peur de voyager. Donc pour les Français, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un avantage, c'est un bonus, c'est un unfair advantage, j'ai envie de dire.
Et donc, profitez-en, utilisez cette chance qu'on a de pouvoir voyager. C'est quand on t'enlève une chose qu'on se rend compte que c'est hyper important, que c'est hyper utile, que c'est voilà, que c'est précieux. Ben, si on t'enlève la possibilité de voyager, tu verras que tu te rendras compte que tu auras beaucoup plus envie de voyager et que c'est quelque chose d'hyper important. Maintenant, je sais que pour les gens qui sont plus dans des pays un peu plus compliqués, bah, je sais pas, oui, c'est un peu plus, bah, souvent, il y a un peu plus de démarches, il y a un peu plus de choses à faire. Alors, je sais que personnellement, j'ai croisé, mais je crois que je travaillais avec un Minia Maker, hein, et c'est qui fait des miniatures YouTube, qui était d'Algérie, donc qui a pu venir à Bali, qui était à Kuala Lumpur. Bon, bah, qui a fait, il y a des développeurs, il y a de tout. Bon, voilà, il faut se renseigner sur les visas, etc. Après, concrètement, à part les problèmes de visa, j'ai envie de dire, c'est juste une question d'oser faire, oser franchir le pas. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps facile. J'ai mon chien là qui se fait sa toilette et je sais pas si tu l'entends, mais moi je l'entends et ça me perturbe. Allez, une autre question de Baclouche. Baclouche, je débute ma formation en juin Dev Full Stack. Je peux suivre tes conseils et enseignements. Oui, bah, bien sûr, bah, tu peux suivre déjà tout un tas de conseils que j'ai sur ma chaîne, de conseils un peu généralistes. Alors sur ma chaîne, je donne pas mal de... J'essaye justement de pas... si tu regardes ma chaîne, je regarde jamais dans les tutos techniques, etc. J'essaye de donner des conseils quand même qui s'adressent quand même au plus grand nombre, des conseils un peu sur un peu le mindset à avoir pour devenir développeur. Beaucoup de développeurs pensent que c'est une histoire de technique, de code, et c'est important bien sûr, mais c'est avant tout une histoire de mindset. C'est une histoire de... bah, la plupart des gens qui n'y arrivent pas, c'est des gens qui n'ont pas confiance, qui ont des problèmes de motivation, qui ont des problèmes d'organisation, etc. Et tant que tu n'as pas ça, il faut avoir ça, il faut vraiment avoir confiance en ton projet, il faut vraiment te dire que c'est possible. Et quand tu as ça, bien sûr qu'après vient la partie technique. Et là, ben, il y a des formations pour ça, il y a des programmes pour ça. Moi, tu me connais, je suis un peu plus orienté sur les technos JS, mais il y en a d'autres. Donc oui, tu peux suivre mes conseils généraux sur YouTube et mes enseignements plus techniques, c'est via mes formations. Allez, on a une autre question de Philippe. Philippe, tu penses qu'à 51 ans, on peut réussir une reconversion dans React sans trop rien connaître, mais en étant motivé? Ben, on revient sur la motivation. Je pense que le plus important, c'est bien évidemment la motivation. Alors, bien sûr, la vraie motivation. Il y a plein de gens qui sont motivés sur le papier, mais en réalité, à la moindre difficulté, il n'y a plus personne. Et je pense que c'est ça, hyper important. Une petite chose sur la motivation, sache que la motivation, ça vient et ça va. Ça veut dire que bah, tu es motivé maintenant. La question, c'est est-ce que tu seras motivé dans 6 mois? Donc, faut voir la motivation comme une étincelle, quelque chose qui va te mettre en selle, quelque chose, je fais des rimes en plus, des ribambelles de rimes. Donc voilà, tu vois, faut voir un peu la motivation comme une étincelle, quelque chose qui peut t'aider. Moi, il y a des gens qui disent non, faut pas compter sur la motivation pour réussir des choses, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, dans le code, etc. Moi, je sais que je travaille beaucoup la motivation. J'ai besoin de motivation, j'ai besoin de me conditionner pour lancer des projets, pour être à fond dessus. Donc, je sais que j'ai besoin de ça. Donc, la motivation, bien sûr que c'est hyper important. Maintenant, il ne faut pas compter que sur ça. La motivation, ça t'aide à démarrer. Et derrière, eh ben, il faut mettre en place surtout des routines, des process, des choses qui font que quand ta motivation va baisser, eh bien, tes process puissent prendre le relais. Donc oui, à 51 ans, tu peux. Moi, j'ai des gens dans React Mastery qui sont dans cette tranche d'âge-là aussi. Je ne vais pas te mentir que c'est pas le plus facile. C'est sûr que si tu as 25 ans et que tu sors d'école ou que tu es encore en école, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que le marché de l'emploi est plus adapté aux jeunes qu'aux personnes un peu plus âgées, plus seniors. Je vais éviter de dire âgé pour pas que ça fasse trop. Et moi, je suis pas tout jeune non plus, donc voilà, faut pas que je dise âgé, faut que je dise plutôt senior. 51 ans, ça va, tu vas pouvoir encore faire pas mal de choses. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, je me suis perdu là-dessus. Oui, la vérité, c'est que bien sûr, c'est un peu plus dur. Il faut être un peu plus motivé, il faut être un peu plus résilient, mais bien sûr que c'est tout à fait possible. Sabrina, mère de famille de 36 ans, et j'ai choisi de m'investir pour me reconvertir dans le développement web. Bravo. De ton point de vue,
À compétences égales, la discrimination positive à l'embauche existe-t-elle envers les femmes dans ce milieu ou est-ce plutôt l'inverse? Ah, excellente question qui sort un peu de l'ordinaire. Merci Sabrina pour cette question. Alors, discrimination positive. Alors moi, je suis pas fan de la discrimination positive en règle générale. C'est-à-dire que j'aime pas l'idée, même si par exemple, on t'a mis, tu vois, même si tu bénéficies de cette discrimination. Alors pour rappel, la discrimination positive, c'est quoi? C'est le fait de, de- de- comment dire, de prendre quelqu'un ou de sélectionner quelqu'un dans des écoles ou des choses comme ça, pas basé uniquement sur les compétences, mais aussi sur d'autres critères qui peuvent être des critères de sexe, homme-femme, mais aussi des critères de quartier, des critères de critères sociaux, etc., etc. Ça part d'un bon sentiment, mais personnellement, je suis pas fan de la discrimination positive parce que, putain, ce que j'aimerais pas être sélectionné quelque part euh, et me dire, bah, c'est pas pour mes compétences, c'est parce que je viens un milieu défavorisé ou parce que je suis une femme ou parce que je suis je sais pas quoi. Je ne mets pas le handicap dedans parce que le handicap, c'est encore un cas à part, mais, euh, mais voilà, j'aimerais pas savoir que j'étais sélectionné juste à cause de critères de discrimination positive. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais pas. Après, bah voilà, ça aide. Alors, est-ce que ça existe dans les entreprises à l'embauche? Oui, ça existe. Je sais que ça existe. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu où il y a 90% de développeurs. Si c'est pas 95, si c'est pas 99, il y a des femmes et les femmes sont en règle générale, alors c'est pas vraiment de la discrimination positive comme ça, avec je sais pas, qui viendraient de la direction des ressources humaines qui dirait voilà, il faut embaucher plus de femmes, etc. C'est un peu implicite, ça veut dire que bah, c'est vrai qu'à profil un peu, à compétences un peu égales, on aura tendance à prendre plutôt des femmes. Pourquoi? Parce que en fait, on aura envie d'équilibrer un peu les équipes. Et c'est vrai que quand bah, il y a des femmes dans une équipe, eh bien, voilà, ça calme un peu tout le monde. Les gens, quand t'as qu'une équipe de mecs, voilà, c'est un peu, voilà, je sais pas. Mais en règle générale, moi, pour l'avoir vu, c'est vrai qu'on avait tendance à se dire, bah, alors bien sûr, à compétences égales. Ben, on prenait pas quelqu'un qui était un peu moins bon, machin, mais c'est vrai qu'on avait tendance. Alors, est-ce que c'est bien pour le mec qui a compétences égales et n'a pas été sélectionné? Bon, vu que c'est plus rare, c'est moins problématique. Donc voilà, oui, alors vous avez quand même une chance, c'est bien, voilà. Donc moi, je suis pas fan de la discrimination positive, mais en tout cas pour les femmes, vous avez ce petit effet de levier qui fait que, eh bien, lancez-vous dans ce métier, devenez bien sûr, ayez de bonnes compétences, mais vous aurez un petit bonus, une petite discrimination positive comme ça. Et pour aller plus loin dans la question, ou est-ce plutôt l'inverse? Non, je pense pas que ça soit l'inverse, sauf peut-être dans des équipes bizarres, j'ai envie de dire, mais en règle générale, non. Alors après, c'est vrai qu'on va pas rentrer dans ce sujet-là quand en fait, bah, c'est un peu plus généraliste, qu'en règle générale, on se dit femme, femme, enfant, enfant, faut aller chercher à l'école, etc., etc. Bon, ça c'est en dehors de mon scope lié au dev. Allez, une autre question de Michel Banga. Je voulais savoir pour faire que le CRUD fonctionne sur la. Ouais, ouais, alors ça déjà. Alors Michel, déjà, ce genre de question. Je voulais savoir comment faire pour que le CRUD fonctionne sur une page principale. Alors, ça veut rien dire cette question. C'est pas ici qu'on pose ce type de questions. Et après, tu l'as posé. Alors, c'est des questions techniques. Les questions techniques, c'est sur le Discord et on pourra t'y répondre. Maintenant, une question comme ça posée sur le Discord, tu n'auras pas de réponse. Il faut pas, comment dire, il faut il y a des manières de poser des questions et c'est très important de savoir poser la question pour avoir une réponse. Là, il faut donner du contexte, il faut dire de quoi tu parles, il faut être plus précis dans la description de ton problème tout en étant concis, en ne mettant pas un pâté de 40 km. Donc, donner du contexte. J'ai vu une vidéo sur CRUD de je sais pas quoi. Je suis bloqué sur la partie Intel parce que j'arrive pas à mettre à jour mes données dans le update du CRUD à cause du problème d'index non trouvé.
C'est pas long, c'est rapide, c'est efficace, ça décrit. Et là, ça peut tilter à quelqu'un. Là, les gens, ils vont jamais se dire quoi, CRUD, vas-y, explique-nous, tu vois. Donc voilà. Michel Banga, ça passe pas. Allez, on a Simon. Bonjour Mike, je suis tombé sur ta chaîne et je n'ai pas encore tout vu, mais ça a l'air extra. Ah bah prends le temps, mais t'en as des heures de vidéo, ça fait plus de 5 ans que je suis sur YouTube. Ma question sera simple, je suis développeur depuis plus de 10 ans, surtout back, techno, C++, Python, et mon chômage se termine en 2024, novembre 2024. Quelles sont les différentes étapes nécessaires pour arriver au freelancing et surtout, aurais-je le temps avant novembre? Merci encore pour ta chaîne et ton courage dans tes projets pro comme perso. Bah, merci Simon pour ta question. Alors, déjà, première chose que je peux te dire, c'est petit lien dans la description, formation offerte sur le freelancing. Ça peut un peu te donner des idées. J'ai des formations, bien sûr, payantes derrière sur, ça s'appelle le système freelance, qui s'adresse typiquement à toi, parce que ton cas, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Le nombre de personnes qui sont comme toi, c'est-à-dire développeurs depuis des années et puis qui ont envie de se convertir au freelancing, il y en a pas mal. Alors, chômage, novembre 2024. Alors, novembre 2024, ta question, tu l'as posée quand? En juin, novembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça laisse 4-5 mois, c'est bien. C'est bien, 4-5 mois. Quelles sont les étapes nécessaires pour arriver au freelancing et surtout, aurais-je le temps? Oui, tu as toujours le temps. Et puis parfois, quand tu as trop de temps, eh ben, ça ne met pas la pression et tu n'avances pas. Là, tu as 4-5 mois. C'est parfait pour justement se sortir les doigts, comme on dit, et de se lancer là-dedans. Alors, quelles sont les différentes étapes pour arriver au freelancing et surtout, donc pour arriver au freelancing? Et j'ai envie de dire, toi, déjà, tu as un énorme avantage, c'est que déjà, tu es développeur depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que là où parfois j'accompagne des personnes qui ont un niveau d'1 an, même pas, parfois 6 mois, 1 an, qui veulent directement se lancer en freelancing, parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi déjà, tu as sur la partie technique, alors sauf si tu veux te changer de techno, mais sur la partie technique, déjà, j'ai envie de dire que tu as 10 ans d'expérience, donc j'ai envie de dire ça, voilà. Donc maintenant, ça va plus être une histoire de positionnement, comment tu te positionnes, ça va plus être une histoire de quel est ton statut, etc. Comment te présenter, quel type de freelancing tu veux faire. Est-ce que tu veux faire du freelancing au forfait, en régie? Faut savoir faire, faut savoir comment dire différencier ces étapes-là, puisque c'est des réseaux différents. Tu postules pas sur les mêmes plateformes. Il y a des manières de répondre aux appels d'offres si c'est du forfait. Bref, tout ça, c'est des choses que on voit dans le système freelance. Donc, j'aurais pas le temps de te présenter ça comme ça. Mais dans les grandes lignes, les grandes étapes, c'est revoir un peu ton positionnement, vers quoi tu veux aller, revoir un peu tes profils sur les réseaux, refaire ton CV, te mettre à jour. Et ensuite, bah, il y a toute une étape de prospection. Est-ce que tu vas travailler en régie forfait? Est-ce que tu seras plutôt sur Paris, en remote, etc. Donc voilà, c'est tout un tas de questions. Mais voilà, tu as le temps d'ici là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Tu as le temps, mais en même temps, ça va passer vite. Et en même temps, il y a la pression qui va arriver. Et en même temps, si tu veux démarrer en novembre, en gros, il faut que tu trouves quelque chose quasiment en septembre. Voire, voilà, et sachant que là, il va y avoir l'été qui va arriver. L'été, c'est plutôt calme, mais justement, ça va te permettre de rentrer dans le bain. Et l'idée, c'est de un peu préparer le terrain, commencer à postuler où ça va être calme et que début septembre, eh bien, tu puisses avoir un peu des premiers retours. Notre question de Jérôme. Je suis développeur en CDI depuis plus de 4 ans, PHP Symfony. Cependant, je souhaite me lancer dans le business en ligne. Par où commencer? Alors, business en ligne, c'est un peu vaste. Business en ligne, ça peut aller de la création de sites WordPress, donc ça veut dire d'être freelance, plus ou moins, à être freelance sur des choses un peu plus larges. Ça peut être faire, je sais pas, de la formation en ligne, ça peut être faire du coaching, c'est tellement vaste le business en ligne. Alors je sais que c'est un terme qui est un peu à la mode, euh, mais voilà, par où commencer? Bah, par déjà, est-ce que tu veux que ça soit toujours lié au PHP Symfony? Parce que là, tu me dis PHP Symfony. Avec 4 ans d'expérience, je pense que tu peux déjà peut-être démarrer des formations si ça t'intéresse, la création de formation.
Ou sinon, bah, il faut que tu définisses ce que tu veux faire. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est de l'e-commerce? Est-ce que voilà, là la question est un peu vague. Euh, Si tu veux garder tes compétences de PHP Symfony, bah, soit c'est du freelancing, c'est un peu de l'entrepreneuriat, c'est un peu du business en ligne, un petit peu, hein, tu mets un pied dedans. Mais sinon, si tu veux garder ces compétences PHP Symfony, ce serait plus donc de la vente de formation. Donc si c'est de la vente de formation, par où commencer? Première chose, créer une audience, voir un peu ce que cette audience veut, a besoin, regarder ses problèmes, et ensuite essayer de résoudre des problèmes. Alors ça peut être des problèmes sur l'apprentissage de PHP Symfony, ou ça peut être euh, d'autres choses sur des gens qui veulent se reconvertir, etc., comme un peu je le fais. Voilà. Une question de Nasser. Combien gagnes-tu avec tes investissements immobiliers à Bali? Une question un peu privée, mais moi j'ai pas honte de parler un peu d'argent. Les investissements immobiliers à Bali, déjà avant de parler de combien je gagne, il faut peut-être parler de combien ça coûte. Donc avant tout c'est un investissement, donc déjà ça coûte de l'argent et il faut plusieurs années avant de pouvoir rentabiliser son investissement. Là, l'immobilier à Bali, alors là, je suis dans cette villa ici dans laquelle je suis. C'est un investissement, mais c'est pas un investissement que je vais mettre en location. Donc, c'est un investissement pour moi-même, pour être bien, pour être tranquille, pour ne plus avoir à changer de villa, pour vraiment avoir un camp de base. Donc, c'est un investissement qui n'aura pas vraiment de rentabilité tout de suite, sauf si je revends. En fait, c'est du patrimoine. Et j'ai deux autres villas à Bali qui m'ont coûté, je sais plus combien, peut-être 100, presque 200 000, un peu aux alentours de 150 000, 200 000 euros à Bali. Et combien je gagne là, ça vient de démarrer. C'est entre 6, 7, 8, 9, 10 000 euros d'entrée. Il y a des frais, etc. Donc c'est à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, bien sûr, tu as le staff, etc. À Bali, les locations, ça marche plutôt bien. Donc on est à peu près sur ces eaux-là pour le moment, sachant que on n'est pas non plus full sur une des deux villas. Donc ça peut encore progresser. Mais voilà, environ 8 10 000 euros de chiffre d'affaires pour le moment. On espère monter à 10 12 13 peut-être. Et on a des frais, donc net, si tu enlèves le staff, électricité, impôts, taxes, tous les trucs liés à la gestion, faut enlever peut-être 2 3 000 dans ces eaux-là. Ce qui fait 8 10 000, 7 8 9, ça dépend des mois de revenus peu passifs. C'est vrai que pour le coup, alors c'est pas vraiment des revenus passifs. On dirait qu'on a cette vision des revenus passifs, quelque chose de tu dors et on fait rien. L'immobilier, c'est un peu ça, mais il y a quand même pas mal de gestion. Mais pour moi, je considère que c'est quand même passif dans le sens où, contrairement à d'autres business, par exemple la vente de formation sur YouTube, où tu es quand même un peu plus obligé tu vois, de créer des nouveaux programmes, de faire des promos, de faire des offres, de revenir dessus, de créer des tunnels, de créer des choses, machin. Si tu t'arrêtes, ton business s'arrête. L'immobilier, c'est un truc où, bien sûr, il y a des choses à mettre en place au début, mais une fois que c'est mis en place, c'est relativement passif. Et en gros, t'as plus trop à t'occuper. Donc, pour moi, personnellement, c'est des projets qui prennent du temps à mettre en place, mais une fois que c'est en place, je suis relativement tranquille. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Bali, enfin, quand j'étais en France, donc j'étais développeur CDI, ensuite j'étais développeur freelance. Je suis arrivé à Bali, j'ai fait du freelancing pendant une petite période et j'ai tout de suite lancé mon business en ligne. C'était ma grosse source de revenus. J'étais focus 100% du temps dessus. Euh, depuis, euh, Depuis peut-être un an ou deux, c'est vrai que je, je suis obligé de gérer mon temps. Et donc, il y a une partie qui est liée à YouTube, mes formations business en ligne, et une partie qui est liée à l'immobilier. L'immobilier, c'est vraiment je mets en place et après je suis tranquille. Et donc là, par exemple, là, il y a deux projets qui viennent de sortir, et donc là, maintenant, je suis tranquille. Mais j'ai d'autres projets aussi derrière, donc je suis tout le temps à cheval entre le projet, le terminer, après, je suis tranquille, après, c'est du passif, etc. Donc, voilà. Pour te resituer un petit peu, ça, c'est vrai que j'ai pas mal de questions sur l'IMO, je ne les ai pas tous sélectionnés ici. Julien, bonjour et merci pour ton contenu. Je ne le prends pas mal, mais tu fais très peu de vues sur YouTube. Arrives-tu à en vivre? Bah, on revient un peu sur le sujet par rapport à la question précédente. Enfin, c'est un peu lié. Euh, Aussi sur le business. C'est vrai que je fais pas des vues sur YouTube dans le sens où tu as l'habitude de voir des gros YouTubeurs
des gros youtubeurs qui font des milliers de vues, des millions de vues, etc. etc. Et en fait, parfois ces youtubeurs ne vivent pas très bien de leur business. Faut vraiment, c'est vrai que, et moi j'avais un peu cette vision au début du business sur YouTube. C'est en gros, bah, tu ouvres une chaîne YouTube, voilà, tu lances une chaîne YouTube et tu vis des revenus YouTube. Et vivre des revenus YouTube, c'est les revenus publicitaires, si tu as activé la monétisation sur ta chaîne YouTube. Et après, ça peut être ceux qui font des partenariats, là, des collaborations, des choses comme ça, etc. Choses que je ne fais pas. Et donc, effectivement, ceux qui ont ce business model-là, c'est un business model où il faut effectivement avoir beaucoup de vues, faire beaucoup de vues. Je veux dire, si tu vis sur la monétisation, il te faut un business qui fait beaucoup de vues. Pareil sur les partenariats, si tu les vois, ceux qui font des collaborations commerciales, etc. Bah, pareil, il faut que ça soit des chaînes qui ont beaucoup de vues, sinon bah, ils gagnent pas d'argent. Donc, moi, je suis pas du tout dans ce modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce modèle, c'est un modèle qui pousse au divertissement. C'est-à-dire que si tu fais du contenu un peu sérieux pour expliquer aux gens comment en fait bah, réussir à, je sais pas, à se reconvertir, bon, c'est pas le contenu le plus fun du monde, mais à un moment, il faut le faire, ce contenu, tu vois. Et du coup, c'est pas du contenu qui fait beaucoup de vues. Je veux dire, quand je fais une vidéo qui explique un peu le guide du freelancing en 2024, ça va intéresser qui ça? Quelques développeurs qui ont envie de se lancer en freelance. On n'est pas dans des trucs grand public qui génèrent beaucoup de vues. Mais ça, c'est un conseil pour les personnes qui me suivent et qui ont envie de lancer peut-être un business sur YouTube. Attention, ne tombez pas dans les mauvaises métriques. Le nombre de vues, c'est quelque chose qui flatte ton ego. C'est de l'égométrie, j'ai envie de dire. Ça fait toujours plaisir. Je veux dire, tout le monde, chaque personne qui fait du contenu a envie que ses vidéos soient vues. Si tu fais une vidéo qui a 0 vue, ça sert à rien. Maintenant, faire des vues pour des vues, ça sert à rien non plus. Sinon, je me mets là, je fais des blagues, je fais des pranks, je parle de sujets machin, truc pour faire des vues, pour faire du buzz, etc. Mais derrière, ça aide personne. Et alors, ok, je fais beaucoup de vues, mais derrière, tu génères pas grand-chose, sauf si tu fais des partenariats, etc. Donc, la métrique vue, c'est pas une bonne métrique. Bien sûr qu'il faut faire des vues. Cette vidéo, je la fais pour que vous la voyez, qu'il y ait des vues, mais je suis pas là pour faire le maximum de vues. Et tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour vivre de YouTube. Je veux dire, pour vivre de ton audience, que ce soit YouTube ou d'autres réseaux. Donc même pour te dire, tu as des YouTubeurs qui font des millions de vues, qui ont vraiment des grosses audiences, qui n'ont pas de produits à vendre et qui génèrent à peine un SMIC. Voilà. L'inverse, si, je prends un autre exemple, euh, si tu décides de lancer sur un business en ligne, tu as une chaîne YouTube, très peu d'abonnés, très peu de vues, etc. Mais tu as quelques gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu proposes. Et que, je sais pas, tu es coach sportif, tu es freelance, tu es je sais pas quoi, tu as déjà fait quelque chose d'important qui peut aider des gens et tu fais des programmes de coaching. Disons, programme à 1000, 2000, 3000 euros. Et il suffit que tu aies 3 clients à 2000 euros, tu as fait déjà 6000 euros. Et tu es déjà plus riche que beaucoup de youtubeurs qui font des millions de vues. Tu vois, il y a des youtubeurs, ils font vraiment littéralement des centaines de milliers de vues. Ils ont des chaînes à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 abonnés. Ils gagnent rien. Donc, c'est pas le nombre de vues qui fait le revenu, tu vois. Après, il n'y a pas un meilleur. Ça dépend des aspirations des uns et des autres. Il y a des gens, ils ont envie de faire du contenu divertissant sur YouTube, mais ça ne veut pas dire qu'ils gagnent leur vie sur YouTube. Parce que tout le monde voit le top panier, c'est-à-dire tout le monde voit, je sais pas, MrBeast, voit peut-être Squeezie, machin, tout ça, mais ça c'est quoi, une dizaine, une quinzaine de YouTubeurs. Vraiment qui sont en haut du panier, là pour le coup qui gagnent très très bien leur vie, mais après en dessous, si tu as un business de YouTube basé sur la rémunération, la monétisation, ça va pas loin. Et peut-être avec des collaborations, ça peut monter un peu plus haut. Mais ça veut dire quoi? Bah, tu fais du contenu divertissant et tu transformes en gros en pancarte publicitaire pour présenter des produits dont on n'a rien à foutre. Voilà, je vais vous présenter la nouvelle offre machin d'un super VPN machin à la con. Bon, ouais, voilà, tu vois. Donc, voilà. Donc c'est des business models différents. Moi, mon business model, on revient sur ce système de niche, il est vraiment basé sur de la niche. Ça veut dire, c'est quoi ma niche? Moi, j'aide des personnes qui souhaitent se reconvertir au dev.
Ça, c'est une niche très particulière. C'est vraiment des personnes qui souhaitent se reconvertir au dev ou qui sortent d'école et qui n'ont pas encore le niveau ou qui vraiment souhaitent se reconvertir sans passer par des écoles, etc. Donc ça, c'est une première niche. Et une deuxième niche, j'aide des développeurs à se lancer en freelance. Ces développeurs qui sont depuis de nombreuses années et qui ont envie de se lancer en freelance. Donc c'est vraiment des niches assez précises. Et là, quand tu fais du contenu sur ces niches-là, bah, tu ne fais pas du contenu mainstream, tu ne fais pas du contenu voilà, qui attire des masses. Mais ça empêche pas d'avoir un business qui tourne très bien avec une audience faible. Donc faites attention. Bien sûr que j'arrive à en vivre et j'en vis plutôt bien et c'est pas du tout un problème pour moi. Ça fait 5 ans que je le fais, ça a été dur au début, c'est monté, maintenant c'est là, c'est en place et je suis pas le YouTuber qui fait des millions de vues. J'ai mon petit business, je suis dans mon coin, un business relativement artisanal, j'ai envie de dire. Je connais mon audience, je suis passé par là où mon audience veut aller. J'ai déjà été développeur en CDI et j'ai eu du mal à me lancer en freelance et donc je sais de quoi je parle et donc j'aide ces gens-là. Je ne vais pas te parler de d'IA ou de machin que je connais pas parce que je n'ai pas utilisé ce truc-là. Moi, j'ai été développeur CDI, je suis passé freelance, j'aide les personnes à faire ça. J'aide les gens aussi qui veulent peut-être s'expatrier parce que je l'ai fait. Je peux aider des gens à apprendre certains langages, à se reconvertir parce que je l'ai fait, certains frameworks, etc. Puisque bah, c'est des choses que je connais. Et donc, j'aide les gens à atteindre un objectif que j'ai déjà atteint. C'est tout con. Voilà, donc j'invente rien, je veux pas. C'est vrai que tu as des gens qui se prétendent experts, etc., qui connaissent rien, ils apprennent un truc vite fait et puis ils essaient de vendre un truc. Moi, je vends en fait quelque chose que j'ai déjà fait, des parcours qui ont été compliqués, que j'ai déjà réussi à faire. Une autre question de Sofiane. Tu as pas mal de contenu sur le freelancing, le code, les formations, on dirait aussi de l'immobilier. On revient un peu sur les questions code, freelance, formation, aussi de l'immobilier. Comment arrives-tu à rester focus? Conseilles-tu de faire plusieurs choses en même temps? Cela va à l'inverse du livre The One Thing que tu recommandes. Merci pour tes conseils. Alors, très bonne question. Très bonne question. Très très bonne question. Alors, effectivement, alors il y a des conseils. Moi, je peux donner des conseils qui peuvent être parfois. Où j'ai envie d'éternuer. Je ne sais pas si ça va passer. J'ai la lumière dans la tête. Bon, ça va passer. Je vais essayer de faire passer ça. On reprend la question. Parfois, je peux donner des conseils différents à deux personnes. C'est-à-dire que je peux voir une personne en coaching et lui dire tu dois absolument apprendre ces 3 technos. Et à quelqu'un d'autre, je vais lui dire tu dois absolument apprendre qu'une seule techno. Ça va pas ensemble. Tu vas me dire, mais t'es pas cohérent. Bah, en fait, ça dépend à qui tu t'adresses, à quel moment d'apprentissage tu t'adresses, etc., etc. Il y a des gens, je vais leur dire, tu ne faut pas utiliser ChatGPT. Il y a des gens, je vais leur dire, tu dois utiliser ChatGPT. Parce que il y a des moments où, dans ton parcours d'apprentissage, il y a des moments où il faut que tu utilises ChatGPT, il y a des moments où tu dois t'en passer. Ils sont très rares quand même. Mais voilà, quand je fais des coachings, il y a des gens qui, je vois qu'avec ChatGPT, ça ne le fait pas. Donc voilà. Donc première chose que je voulais dire, c'est les conseils que je donne, ça dépend du moment, ça dépend de tes étapes dans la vie. Tu vois. Quand tu as 50 ans et que tu apprends à faire quelque chose, c'est pas pareil quand tu as 20 ans et que tu apprends à faire quelque chose et que tu as 3 enfants, par versus pas d'enfants, etc. Voilà. Donc, première chose que je dirais de manière générale à toutes les personnes qui veulent lancer un business, apprendre le code, lancer un business en ligne, devenir freelance, peu importe ce que tu veux faire, reste focus sur une chose. L'excellent livre The One Thing parle de ça. Il te dit, tu restes focus sur une chose et tu fais une chose à la fois. Tu essayes de, je sais pas moi, tu veux à un moment devenir développeur, ok, bah, choisis une techno et hop, tu fais une seule chose. Tu n'essaies pas d'être développeur et en même temps, à côté, tu essaies de monter un business en ligne. Ça ne marchera pas. Tu n'essaies pas de faire... voilà. Donc ça, c'est hyper important, faire une seule chose en même temps. Moi, dans mon cas, c'est un petit peu différent puisque c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai voulu me lancer en freelance, j'étais 100% focus sur le fait de me lancer en freelance. Bon, bah après, je suis passé freelance. Ensuite, j'ai voulu faire de la formation. Donc, je me suis concentré uniquement sur comment je peux créer des formations en ligne, lancer ma chaîne YouTube, etc. Donc, j'ai fait que ça. One thing. Vraiment focus sur une seule chose. Maintenant, je fais de l'immobilier. Donc, je suis obligé un peu de partager. Mais c'est pas que je fais plusieurs choses en même temps,
parce que c'est vraiment pas recommandé, c'est vraiment pas conseillé, c'est que au fur et à mesure, j'ai fait une chose à la fois et j'ai pu, comment dire, combiner certaines choses. Je peux me permettre. Je peux me permettre parce que, en fait, j'ai été focus sur YouTube et sur les formations pendant 5 ans. Au bout d'un moment, j'ai des choses en place. Je peux dégager du temps. J'ai une équipe, des gens qui travaillent avec moi, etc. Je peux dégager du temps. Et parce qu'aussi, je peux me permettre financièrement, ça m'intéresse de faire d'autres choses. Et donc, du coup, bah, je peux avoir plusieurs choses en même temps, puisque je suis arrivé à un stade qui me permet de faire ça. Si tu démarres aujourd'hui et que tu dis, moi, je vais me lancer sur YouTube, je vais créer des formations, je vais lancer un business en ligne, je te recommande absolument pas de faire ça et en même temps, tu vas faire de l'immobilier et en même temps, tu vas faire deux, trois choses. Tu vois, c'est trop compliqué. Et en même temps, du freelancing. Tu vois, si tu veux te lancer dans le freelancing, pas te lancer dans le business en ligne, demande de formation à côté. C'est à un moment, tu vas ni réussir à être freelance, ni réussir à lancer ton business de formation en ligne. Par contre, ce que tu peux faire, c'est... Et après, les gens vont croire que tu fais plusieurs choses en même temps. Mais ce que tu peux faire, c'est te dire, OK, j'ai envie de lancer un business en ligne, mais j'ai besoin de fonds. Pour avoir des fonds, c'est quoi le moyen le plus simple avec mes compétences de développeur? Je fais du freelancing. Donc, tu te focuses dans un premier temps, tu es freelance. Une fois que tu es freelance, tu as des clients, tu as des revenus récurrents qui viennent, etc. Tu as une sorte de stabilité. OK, c'est bon, tu gagnes chiffre d'affaires 5, 6, 8, 10, 12 1000 euros par mois de chiffre d'affaires. Tu as un client régulier. Tu peux dire, OK, cette partie-là, elle est faite. Maintenant, je peux basculer sur créer des formations, créer un business en ligne, créer autre chose. En 2 temps. Et après, les gens vont dire, ouais, mais comment tu fais pour gérer le freelancing et le business en ligne? Mais sauf qu'en fait, tu le fais pas en même temps. Tu as traité un problème et ensuite, tu es en train d'attaquer un deuxième problème. Et petit à petit, tu peux ajouter les trucs comme ça. Alors, il ne faut pas non plus avoir 10 000 choses, sinon à la fin, tu ne fais plus rien non plus. Donc moi, c'est vrai que je fais très attention à être vraiment à cheval. Enfin, je suis à cheval entre les deux, mais j'ai du temps à allouer pour chaque truc. Question de Marie. N'as-tu pas peur de vivre en Indonésie? Ce n'est pas ton pays. N'y a-t-il pas des risques? Est-ce que j'ai pas peur de vivre en Indonésie? Non. C'est pas mon pays? Oui. Y a-t-il pas des risques? Si, il y a des risques. Il y a toujours des risques. Plus globalement, pour répondre à cette question, 40 minutes le podcast, ouais, ça va. L'épisode. Alors, est-ce que j'ai peur de vivre en Indonésie? Non. Est-ce que j'ai eu peur de franchir le pas? Peut-être, une sorte d'appréhension. Après, moi, j'ai toujours voulu quitter la France, m'expatrier, etc. Et ça fait toujours un peu peur. Après, ça fait pas peur de vivre là-bas, parce que là-bas, en Asie, ça reste relativement safe. Mais ce qui fait peur, c'est un peu l'inconnu. Je pars, ça y est, je quitte la France, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien, machin, je dois partir. Si ça marche pas, etc. Donc c'est ça qui fait peur. C'est pas le fait de vivre en Indonésie. On dit oui, parfois il y a des tremblements de terre, des machins, des trucs. Oui, bon, voilà, il peut arriver des trucs, mais c'est pas, voilà, l'Indonésie reste relativement c'est un pays relativement safe. Est-ce qu'il y a des risques? Comme partout, il y a des risques, mais c'est des risques que je suis prêt, à prendre. C'est sûr que si tu restes toujours au même endroit, alors je crois qu'il y avait une statistique comme ça qui disait que 90% des gens passent leur vie, elle m'a déprimé cette statistique, dans la ville où ils sont nés, ou dans la région dans laquelle ils sont nés. Moi, je trouve ça vraiment déprimant, quoi. Et apparemment, c'est par peur, alors il y a la famille, etc. Mais c'est plus par peur d'aller dans un autre truc, de découvrir un peu le truc. Et moi, cette statistique, elle est horriblement déprimante. Alors, pose-toi la question, est-ce que, je sais pas à quel âge t'as, mais si tu vis encore dans la ville dans laquelle tu es né, c'est que peut-être qu'il est temps de prendre des risques, justement. Allez, une question de Pierrick. Merci Pierrick pour ta question. J'ai des bases en JS et React. Dois-je apprendre TypeScript ou dois-je continuer à me former, m'améliorer en React pour monter en compétences? Yes. Alors, TypeScript, maintenant, c'est un peu obligatoire. Donc, bien sûr que oui, TypeScript, tu dois y passer. Si tu es dev, JS et React, TypeScript, il n'y a pas d'échappatoire, tu dois y passer. Maintenant, c'est vrai que TypeScript, ça rajoute une couche de complexité dans ton apprentissage. Et je ne sais pas c'est quoi tes bases de JS et React,
Mais si vraiment tu as des bases vraiment, vraiment minimales, tu peux rajouter une couche de complexité qui peut ralentir ton apprentissage de ces bases minimales en JS et React. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est quand même pour les personnes, c'est d'apprendre JavaScript et React, monter en compétences, vraiment maîtriser React correctement. Voilà, vraiment comprendre les bons fondamentaux, tout ce qu'il y a à apprendre de React. Et après, bien dessus, tu rajoutes un peu de TypeScript, donc ça te complexifie un poil la syntaxe, mais globalement, sans faire des trucs compliqués, tu peux y arriver. Le problème moi je dirais que si tu as les bases de JS et React, c'est bon, tu peux attaquer TypeScript. Voilà, attaque TypeScript. Parce que voilà, si tu as les bases, tu as déjà vu les bases, donc c'est bon. Et de toute façon, tu vas être obligé d'y aller. Donc voilà, et en plus, en disant, dois-je continuer à me former, m'améliorer et monter en compétences? Le problème, c'est que tu n'as pas de fin à ça. S'améliorer, monter en compétences, se former, vu que c'est flou, il n'y a jamais de fin. Ça veut dire que tu peux toujours te dire, j'attends encore un peu, j'attends encore un peu, j'attends encore un peu. Et au final, comme tu n'as pas un moment objectif qui te dit, voilà, là c'est bon, tu peux y aller, du coup, tu restes un peu bloqué à reculer le moment fatidique. Donc moi, je te recommande d'y aller directement, enfin d'attaquer TypeScript. Et en vrai, alors ça dépend quand même du niveau général en programmation, mais en vrai, je pense que quelqu'un qui arrive d'un autre langage en 2024, là, qui me dit ouais, je suis développeur PHP, je me reconvertis au web JS, machin, TechnoJS, tout ça, et je dis vas-y, c'est bon, apprends directement TypeScript, enfin JavaScript et TypeScript. TypeScript, c'est un superset de JavaScript. Donc en gros, c'est JavaScript étendu. Vas-y, c'est bon. Apprends direct TypeScript. Voilà. Après, c'est vraiment pour les débutants, très 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 débutants, que ça peut vraiment bloquer. Mais c'est bon, si tu as quelques bases, si tu as fait quelques années ou quelques mois. Franchement, moi, quelqu'un qui me dit j'arrive dans le monde là, de JS aujourd'hui qui vient d'un autre langage, je prends TypeScript directement, quoi. Tu vois, tu apprends, tu démarres des projets. Maintenant, tous les projets ils démarrent avec TypeScript. Je veux dire, enfin, j'aurais du mal à imaginer un projet JavaScript qui démarre comme ça aujourd'hui en 2024. Donc, TypeScript, à mon avis, tu as peut-être un peu peur. Mais voilà, faut y aller. À un moment, tu prends le truc. Tu connais les liens dans la description, formation offerte sur TypeScript d'ailleurs. Mais oui, à un moment, et je dis pas ça pour vendre des formations, à un moment, TypeScript, en fait, c'est obligatoire. Enfin, tu es obligé. Aujourd'hui, un développeur en 2024 sur les technos JS, TypeScript, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on n'embauchera pas un développeur qui ne connaît pas TypeScript. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Euh, Question d'Alexandre, c'est imagine la situation suivante. Nous sommes le 10 juin. Tu veux te reconvertir dans le dev web et trouver un poste à la rentrée en septembre. Tu as déjà des bonnes bases en HTML, CSS, JS. Quel serait ton plan d'action pour y arriver? Le plan d'action, il est tellement simple. Il est tellement simple. C'est prendre React Mastery. Je suis désolé, je fais mon auto-promo, mais React Mastery, en fait, c'est un programme pour devenir développeur front-end React en 90 jours. Avec des projets en équipe, etc., où j'en ai parlé plein de fois, où vraiment c'est de l'immersion totale dans React. Pour arriver à la rentrée, être prêt, la rentrée, ça te fait quoi? Ça te fait, si tu vois, on est en juin, juillet, août, septembre, voilà, parfait. Donc en gros, voilà, sans te vendre React Mastery, ça dépend d'ailleurs peut-être si tu veux être sur d'autres librairies, d'autres frameworks, etc. Mais en gros, au-delà de React Mastery, te je te proposerai de faire le plan d'action détaillé de React Mastery. En gros, c'est quoi le plan d'action détaillé? Et très simple. Tu as à peu près, donc septembre, donc ça veut dire 10 juin, juillet, août, septembre, disons, tu as à peu près 3 mois, comme dans React Mastery. Déjà, j'enlèverai tout le superflu. Trucs qui servent à rien, je sais pas. Tu as des bases de HTML, CSS, JS, très bien, tu as les bases. Ce que je ferai, je choisirai une librairie / framework, tu vois, genre Vue, React, Angular, ce que tu veux. Je me focuserai sur une techno.
si possible, une des plus recommandées. Il faut dire quand même React, ça reste relativement recommandé. Mais sans te pousser sur du React, je choisirais vraiment, parce qu'en fait, JS de base, c'est bien, mais c'est pas suffisant. JS, c'est pas suffisant. Il faut un langage, c'est souvent une combinaison de langage slash librairie framework, tu vois. C'est vraiment cette combinaison qui fait que tu peux progresser. Donc je sélectionnerai ce set de techno. Ça peut être JavaScript, TypeScript, React, JavaScript, Vue, TypeScript, peu importe. Je choisirai ce set-là. Je me, je progresserai, je me formerai, c'est-à-dire que dès le départ, tu peux récupérer la roadmap sur React, elle est détaillée cet esprit-là. Mais en gros, je me préparais un plan dès le départ que tu ne peux pas échapper à ce plan, c'est-à-dire parce qu'apprendre un peu comme ça des choses, on apprend un peu des choses à l'arrache, ça marche pas. Il faut vraiment, je poserai sur papier le plan sur 2 mois d'apprentissage. Euh, Tu vois, je sais pas moi, tu es sur Angular, les bases, ceci, cela, machin, nana, TypeScript. Je me créerai ce plan d'apprentissage sur 2 mois avec ce qu'il y aura dedans. API, comment appeler des API, fetch, machin, comment, je sais pas moi, utiliser vite, comment TypeScript, je me mettrai TypeScript une semaine, ça 3 jours, ça Tailwind, tac tac, machin. Donc je me ferai mon truc pendant 2 mois de techno. Je ne, Quoi qu'il arrive, je ne change pas parce que le problème des devs, c'est que qui apprennent, c'est que dès que ça devient un peu dur, ah, oui, j'aime pas, je vais apprendre Angular, je vais apprendre autre chose. Non, je resterai focus sur mon plan. Donc tu définis un plan. Ensuite, tu l'exécutes pendant 2 mois. Et ensuite, tu te fais un projet en équipe pendant 1 mois. Ça veut dire que, alors en équipe, si tu es tout seul, ça va être compliqué. Mais pendant 1 mois, je travaille sur un vrai projet. Ou plusieurs, au moins, petits projets. Si tu es tout seul, tu peux peut-être pas faire 1 mois de dev. Mais voilà, donc tu définis un projet technique. Par exemple, je sais pas, faire un SaaS de, je sais pas, réservation, faire le clone de telle chose, etc. Et ensuite, eh bien, pendant 1 mois, tu fais du projet. Tu fais pas de l'apprentissage, tu fais du projet. C'est-à-dire que tu mets en application ce que tu as appris pendant 2 semaines, pendant 2 mois. Tu vois, donc sur 3 mois, c'est comme ça que c'est fait React Mastery. C'est un programme hyper détaillé sur React pendant 2 mois où on charbonne les fondamentaux, les machins avec des challenges. Bah, ça va très vite. Il y a 8 modules hyper poussés pendant 2 mois. Et 1 mois concret de création de projet en équipe. Alors là, projet en équipe, voilà, tu travailles avec des gens, du coup, tu as la problématique équipe, Git, etc. etc. C'est ce que je ferais et c'est ce que je te recommande si voilà, tu devais pour septembre, voilà, planifier, exécuter. Planifier un plan d'apprentissage sur 2 mois, l'exécuter. 1 mois, du concret, du concret, du concret, des projets, des projets, des projets, et ton portfolio, parce que oui, il faut préparer le portfolio. Donc ça va préparer ton portfolio. Ça, tu arrives à la rentrée, tu es monté en compétences, tu as un portfolio, tu as des projets à montrer, tu peux commencer à avoir un profil qui commence à avoir de la gueule. Philippe, que conseilles-tu entre faire du full stack avec du to Next et faire du full stack avec React plus Express? Next à fond de fond de fond. Enfin, ouais, Next. Bah là, hein, bon, pour rappel, je travaille actuellement sur une formation Next, donc forcément, je suis dans le truc et je vois vraiment l'avantage, la puissance de Next, contrairement à faire des applications plus, comment on appelle ça, vraiment où tu as d'un côté le front-end et d'un côté le back-end et le tout exposé via des API. On est vraiment dans des applications plus. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grande mode comme ça, des applications. À l'époque, on faisait beaucoup d'applications monolithiques, c'est-à-dire tu sais, PHP, Symfony, machin de ces trucs-là. C'est en gros, bah, tu as tout dans le même application, c'est-à-dire tu as à la fois le back-end et le front et l'application est entre guillemets monolithique, c'est-à-dire bah, tu as le back-end et le front-end dans le même projet. Et voilà, tu peux pas découper ça. Il y a eu une grande mode ensuite de découper ça.
en application plus microservice, où tu as vraiment le back d'un côté, on expose des API et tu as plusieurs fronts qui viennent se connecter dessus. Ça peut être une application, ça peut être, ça peut être un site web en front, en React, etc., qui se connecte via des API. Pendant longtemps, ça a été ça. Et c'est vrai qu'avec Next, on revient sur une sorte d'application un peu monolithique où, en gros, eh bien, c'est une application full stack directement dedans, où en gros, bah, tu développes tout. Et donc, moi, c'est ce que je te recommanderais. Après, encore une fois, ça va dépendre de ton architecture. Ça dépend. Il y a certains cas où c'est peut-être pas le plus recommandé, mais c'est très rare. Aujourd'hui, je pense que ça dépend les projets que tu veux faire. Aujourd'hui, moi, je recommanderais de faire du Next directement. Le problème de ça, euh, c'est que tu as beaucoup de gens maintenant qui se mettent à faire du Next, full stack. Euh, mais comme ils n'ont pas ce background, cette vision vraiment séparée du back et du front, il y a beaucoup de gens qui viennent du front et qui se disent oh, bah, du coup, je peux utiliser Next et appeler ma base de données. Et en fait, en termes de comment dire, d'organisation, de découpage de ton application, où je mets la logique business, la sécurité, etc. Maintenant, tu as, des gens, ils font leur appel en base de données dans peu importe, dans Prisma, boum, ils t'exposent toutes les données directement dans la vue, quoi. Mais il y a quand même des choses à faire attention et voilà. Mais je te recommanderais clairement de faire une application full stack Next aujourd'hui. Tu vas gagner en productivité. Contrairement à côté Express avec React, tu es obligé de bien à chaque fois, dès que tu as une adaptation côté ton API, tu rajoutes un champ, il faut déployer l'API, il faut déployer pour que ton front il match avec, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Un truc intermédiaire, au-delà de l'Express, c'est plutôt si tu n'as pas envie de faire du Next, c'est que tu es sur une application vraiment front React et un bac différent. C'est comme est fait la team, là, notre forum, espace communautaire où on pose les questions chaque semaine, etc., pour les membres du système freelance et React Mastery. C'est que c'est un front React et un back techno un peu serverless, et typiquement ça peut être du Amazon, etc. Dans notre cas, par exemple, c'est du Amazon Prisma. Derrière, ça te génère des schémas GraphQL, etc. C'est-à-dire que tu gères un peu moins le back-end, mais tu es obligé vraiment de monter en compétence sur des technos propriétaires, sur des choses sur de l'Amazon, quoi, tu vois, sur de la WS. Bon, ça peut être. En fait, ce que j'aime bien avec les technos Amazon, c'est que tu peux rapidement faire des choses. Donc en fait, tu as une courbe de progression où tu dis ah, j'ai pas de back-end, c'est du serverless, nickel, machin. Ah, tac, je crée mon schéma GraphQL, hop, je déploie, j'ai des données, machin, tout ça. Donc très bien, ça va très vite. Tu as une courbe comme ça de progression 90%. Et les 10% restants pour aller à la production, pour vraiment gérer l'authentification, gérer les différents environnements, etc. Eh bien, si tu n'as pas cette vision un peu d'exploitation, comment dire, d'infra, etc., qui peut ne pas plaire à tout le monde, eh ben ces 10% peuvent devenir un enfer. Donc, faut faire attention. Après, il y a d'autres technos. Je sais plus ce que j'avais proposé. Il y a des. Je sais plus comment je s'appelle. Tu as des choses autour de Strapi, mais tu avais aussi des choses autour de Hypegraph. Je sais plus. Il y a d'autres technos en fait qui te simplifient. Et puis, tu peux faire du Firebase aussi, tout simplement. Voilà, si tu veux faire des choses beaucoup plus simples. Mais pareil, Firebase. En fait, le problème, c'est que les gens confondent avoir un back-end, donc où je stocke des données, qui est une chose importante, avoir un back-end. Et dans l'esprit de beaucoup de développeurs, et surtout vers des développeurs front React qui se disent on va faire du Next full stack, ils oublient qu'il y a une couche, il y a ce qui s'appelle le business layer. Et en fait, les développeurs maintenant, enfin, il y en a, ils ont la vision, ah bah j'ai une donnée, boum, je la mets en base de données. Tu vois, j'ai un formulaire, je la mets en base de données. Sauf qu'en vrai, dans les applications full stack, c'est pas ta donnée et tu la mets en base de données, c'est t'as une donnée en entrée, tu as une couche d'authentification, tu as une couche de gestion des droits,
hein, authentification, gestion des droits. J'oublie le terme. Authentification versus... j'ai oublié le nom. Authentification versus gestion des droits, mais c'est un nom autant de... Bref, je l'ai perdu. Pourtant, je travaille dessus en ce moment. Donc, tu as l'authentification... bref, quand tu... Voilà, c'est pas tu prends ta donnée, tu la mets en base de données. Tu fais pas un insert into à la con. Tu as ta donnée en entrée, tu as l'authentification, tu as la gestion des droits et tu as tout ce qui s'appelle le business layer, donc la couche business. La couche business, c'est j'ai ces données en entrée, comment je les traite, qu'est-ce qu'elle doit faire, est-ce que je les envoie dans une file MQ, est-ce que je génère un, un rapport, un PDF, est-ce que je peux la traiter, est-ce que j'ai le droit de la traiter, est-ce que je rappelle à un autre service externe, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que j'ai le droit de faire cela. C'est vraiment la couche business. Si la vision, j'ai un formulaire, ça rentre en base de données, ça c'est la vision un peu apprentissage. Maintenant, la vision, si tu développes des vrais projets ou si tu travailles en entreprise, et c'est là qu'est la valeur ajoutée, en fait, c'est le business layer. Ça veut dire, en gros, où je développe ma logique métier. Et la logique métier, si tu prends, je ne sais pas, le cas d'une application bancaire pour avoir travaillé dedans, mais peu importe, c'est pas tu as un formulaire bancaire, oh mon compte, tiens, je fais un transfert de 1000 euros, boum, je mets en base de données 1000 euros. Non, c'est j'ai 1000 euros, ces 1000 euros, il y a une demande de transfert. Comment c'est fait? Est-ce que j'appelle tel service qui va effectuer le virement bancaire? Je vais avoir un code retour. Est-ce que je dois appeler le service, je ne sais pas, de génération de factures, etc., de comptabilité? Enfin, c'est le business layer. Et c'est là où est la valeur ajoutée, en fait. Et le problème de ça, c'est que les gens oublient un peu cette business layer et font du crado. Et en termes de sécurité, etc., c'est pareil, c'est un peu crado. C'est en gros, en termes de, tu vois des trucs où en gros, bah, je récupère ma donnée en base de données, boum, je l'affiche, je la retourne dans mon composant, dans la vue, quoi, avec tout un tas d'informations sensibles. Bref, c'est tout un truc. Et donc, voilà. Pour répondre à la question, va sur du Next, mais bien sûr, tu vas avoir des nouvelles problématiques à te poser. Si tu es habitué avec du React Express, ce que tu faisais dans Express côté business logique, il va falloir le réimporter dans Next. Notre question, SQL vs NoSQL, toujours une question de Philippe, pour un dev junior qui crée ses propres projets. Moi je dirais, est-ce qu'il vaut mieux une poêle ou une casserole? C'est pareil, en gros, ça dépend. Est-ce que tu fais cuire du poulet ou est-ce que tu fais cuire des pâtes? C'est pas la même chose. Il n'y a pas de bonne ou ça dépend, ça dépend de ton application, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu es un dev junior et que tu as quelques petits projets là, prends ce que tu connais le mieux. J'ai pas de recommandation plus. Voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Alors, sachant que NoSQL, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de SQL. Ça veut dire Not Only SQL. Et donc, du coup, il y a plusieurs BDD. Ça dépend de ton besoin. Question. Oula, 1 heure. Allez. Oh putain, mais j'en ai encore plein. Je crois que je vais découper en 2 sessions. Je vais découper en 2 sessions. Ouais, sinon, ça va faire un peu trop long. Allez. Question de Galib. Étant novice dans le milieu, je souhaite me reconvertir dans le domaine. Comment puis-je m'immerger rapidement pour en faire un futur métier? Possible d'avoir des ficelles pour une évolution exponentielle. Bravo pour ce que tu véhicules comme message d'espoir et de valeur. Déjà, tu as l'air d'être motivé pour avoir vraiment les ficelles d'une évolution exponentielle, donc ça c'est bien. Les ficelles, alors première chose, tu as bien raison de dire comment puis-je rapidement m'immerger. Et tu as raison d'avoir cette vision d'immersion. Vraiment, le code, la reconversion, c'est vraiment une histoire d'immersion. Les gens qui se disent, et peu importe ce que tu fais, que ce soit business, soit... voilà, moi je compare, le code, c'est comme monter un business en ligne, c'est comme faire du YouTube, c'est comme se lancer dans le freelancing. Enfin, à un moment, il faut vraiment s'immerger, il faut vraiment que ça t'obsède. Et en fait, si ta reconversion, c'est pas une obsession, ça ne marchera pas. Je veux dire, à un moment, ça ne marchera pas. Apprendre quelque chose, faire quelque chose de différent, à un moment, ça nécessite une obsession.
d'être vraiment immergé. Donc ça, c'est la première chose. Donc tu fais bien de le dire, mais m'immerger rapidement, voilà. Et pour avoir, alors, quelles sont les ficelles pour une évolution exponentielle? Eh bien, c'est de beaucoup pratiquer, de pratiquer régulièrement. C'est plus important de pratiquer régulièrement que intensément. C'est comme les gens pour moi, la régularité versus l'intensité, c'est un peu, je vois ça comme les résolutions de nouvelle année. Tu as des gens, ils vont y aller intensément, ils vont aller courir, ils ont prévu qu'ils allaient aller courir en janvier, là, après les résolutions de nouvelle année, et ils y vont intensément. Ils y vont, ils courent, voilà, 3 fois, et il n'y a plus personne. Parce qu'ils sont allés intensément, et voilà. À l'inverse, quelqu'un qui va pas y aller intensément, c'est-à-dire qu'il va plus y aller régulièrement. Alors, bien sûr qu'il faut être focus, il faut être déterminé, il faut être à fond, mais quelqu'un, vaut mieux en fait. Alors, bien sûr, il vaut mieux aller à fond pendant longtemps, mais le problème d'y aller à fond pendant longtemps, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui ça tient pas sur la durée. Donc, le plus important, c'est la course de fond. Le plus important dans le dev, c'est de durer longtemps l'apprentissage, avant de passer à autre chose, d'abandonner, d'être découragé, etc. Donc, c'est vraiment une course de fond, c'est un marathon, d'apprendre le dev. Donc, il faut toujours privilégier la durée. Donc, il vaut mieux quelqu'un qui fait 1 heure tous les jours. C'est vrai qu'1 heure, c'est un peu léger, mais allez, 1 à 2 heures tous les jours pendant 6 mois, que quelqu'un qui va faire 8 heures pendant un mois, quoi. Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment la durée et la régularité. Et éviter de faire des breaks trop longs. Parce que le problème aussi de faire des breaks trop longs, c'est qu'après, tu as du mal à repartir. Donc, il vaut mieux que voilà, tu te dises, j'attribue pour ma reconversion tant de temps, tous les soirs, tous les jours, toute la semaine, et je me repose le week-end, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu t'attribues vraiment un truc de régulier, récurrent, et tu t'y tiens, plutôt que de dire ouais, je fais le ouf, machin, et après, il n'y a plus personne. Donc c'est important vraiment de se dire que c'est la régularité, c'est la clé. Vraiment, c'est hyper important. Et quelle autre ficelle? Bien sélectionner ce que tu veux apprendre, regarder le marché. En fait, il faut partir de. Si tu dis, ouais, j'adore, je sais pas, le langage Go, là, j'ai vu ça, c'est marrant. Ok, t'arrives et il n'y a pas de demande sur le marché, ça sert à rien. Donc, tu regardes le marché, tu regardes là où il y a des postes, là où il y a des opportunités, qu'est-ce qu'on cherche comme développeur, quel profil, qu'est-ce qu'ils ont. C'est vraiment, tu pars de là où, là où est la demande. Tu vois, si t'es développeur, voilà, sur un truc qui te fait kiffer, mais qu'il n'y a pas. Alors, attention à pas confondre là où il n'y a pas de demande et une niche. C'est pas pareil, hein. Quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. C'est même pas une niche, hein. Quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. Donc, tu vas sur là où il y a des plateformes, tu sélectionnes ce qui te plaît, là où tu penses qu'il y a de la demande, et ensuite, tu restes focus et tu codes régulièrement dessus. Plus important que la théorie, c'est la pratique, et plus important que les tutos et les formations pratiques, c'est les vrais projets. Donc, plus tôt tu auras. Bien sûr qu'il te faut une base, il te faut des fondamentaux, mais plutôt tu arriveras à créer des vrais projets, même s'ils sont imparfaits, des projets qui vont jusqu'au bout, et bien plutôt tu auras ce réflexe mental de faire des choses depuis zéro, d'essayer de construire, de ne pas y arriver, de rechercher, de galérer, de demander à ChatGPT ou d'autres IA de t'aider, et petit à petit, bah, tu vas monter en compétences comme ça. Dernière chose pour Galib, le plus important, c'est de croire en son projet. La plupart des gens qui n'arrivent pas dans leur reconversion, c'est qu'à un moment, ils ont un doute. Le doute fait qu'ils perdent leur régularité, qu'ils se mettent à douter, qu'ils se mettent à abandonner, etc. Et c'est valable dans tous les domaines. Allez, une autre question et après je vais m'arrêter. Allez, j'en prendrai encore une dernière, que je ne dépasse pas 1h10. Une question de Tsiki. Je voudrais savoir à propos de ta formation devenir freelance, est-ce qu'il est accessible aux débutants comme moi? Je n'ai absolument pas de compétences en vente ou marketing ou autre, mais je voudrais me lancer. Bah oui, justement, cette formation, le système freelance, elle est faite pour ça. Elle est faite pour les développeurs qui n'ont pas de compétences justement en vente, en marketing, etc. Et je sais que c'est un problème, c'est une grosse problématique. Nous, on arrive, on va en entretien, on dit ouais, je connais React, je connais PHP, regardez, machin, tout ça. On ne sait pas se vendre, on ne sait pas rassurer, on ne sait pas communiquer avec le client, on ne sait pas, voilà, on sait pas où prospecter. Donc, si tu n'as aucune compétence, c'est justement la formation, elle est faite
elle est faite pour ça. Voilà, il me reste encore, j'ai un gros paquet de questions, je vais pas les traiter parce que je ferai, j'en referai un petit semaine prochaine, tiens, allez hop. Soyons fous, moi j'aime bien répondre à ces questions. Ce que je ferai aussi dans la description, je mettrai en plus, bien sûr, des formations offertes que tu vas pouvoir retrouver dans la description. Je mettrai un lien pour pouvoir poser ta question. Comme ça, j'y répondrai la semaine prochaine. On va se faire une petite... là, pendant les prochaines semaines, je vais essayer de dépiler un peu toutes ces questions-là qui s'empilent au fur et à mesure du temps. Donc, je vais faire, voilà, je vais traiter vos questions. Donc, si toi aussi, tu as envie de poser tes questions là pendant les prochaines, voilà, je vais faire, je pense que je vais faire 2 ou 3 chill and Q&A puisque j'ai trop de questions qui s'accumulent et moi, j'aime bien répondre à ces questions, j'aime bien cet exercice. Donc, n'hésite pas, dans la description, tu retrouveras les liens pour poser tes questions. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne et heureuse semaine. Et si tu vas plus loin, là, ici, je te mettrai un petit lien pour voir d'autres vidéos. Je ne sais pas laquelle encore. Le lien est ici.